Vous avez en France tout un lobby extrêmement actif anti-algérien, avec des personnalités de premier plan qui se mettent sur le créneau. C'est vraiment une espèce d'Algérian bashing. Alors vous avez au premier rang desquels d'anciens pieds noirs, des gens comme Éric Zemmour, Sarah Knafo, Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, mais vous avez aussi Xavier Driancourt, qui a été 2 fois ambassadeur de France en Algérie et qui passe son temps, maintenant qu'il est à la retraite, à cracher sur l'Algérie, c'est du jamais vu. Vous avez Retailleau qui s'est mis sur le coup, vous avez Wauquiez, vous avez évidemment les dirigeants du RN, tout le monde se met à cracher sur l'Algérie. Et ce que je connais aussi, ce que je sais aussi, c'est qu'en Algérie, il y a des quantités d'Algériens qui aiment la France, que nous avons des échanges commerciaux, linguistiques, universitaires, familiaux, des familles entières, etc. Et que ça, c'est un principe de réalité. Et puis je sais aussi que l'Algérie est devenue, depuis la scission du Soudan en 2 États, c'est devenu le plus grand pays d'Afrique. Et c'est un pays qui a des ressources en hydrocarbures considérables. Et c'est un pays qui était un des débouchés considérables pour l'industrie française, pour les céréales françaises, etc. Je sais aussi que les Algériens, c'est vrai d'ailleurs de tous les peuples, mais c'est particulièrement vrai des Algériens, je pense, c'est des dirigeants qui sont assez susceptibles. La façon dont se prend le gouvernement français, M. Retailleau le premier, qui toutes les 3 semaines fustige l'Algérie publiquement, c'est la façon dont il ne faut pas agir. Je dirais la même chose avec la Chine, par exemple, ou avec des extrêmes orientaux. C'est-à-dire que lorsqu'on a des problèmes avec un pays, on en a avec l'Algérie, notamment les fameuses OQTF, etc., ces problèmes doivent se régler derrière les portes capitonnées des chancelleries. On ne met pas tout ça sur la table. Et mettre tout ça sur la table, c'est s'assurer d'avoir un pouvoir à Alger qui va se cabrer. Donc, d'ailleurs, depuis que M. Retailleau, depuis que M. Xavier Driancourt, depuis que M. Zemmour, depuis que on a en permanence des gens qui, tous les 4 matins, crachent sur l'Algérie, ça a changé quoi, en fait ? Ça a changé quoi ? Ça a changé strictement rien. Ça a changé qu'on est dans une situation il n'y a plus de contact. Alors là, M. Retailleau, il retire les facilités à une 40aine de dirigeants. J'ai cru comprendre que ça allait bientôt monter à 80. Très bien. Mais un principe fondamental dans les relations internationales, regardez comment agit un Poutine ou comment agit un Xi Jinping, le principe fondamental, c'est de réfléchir au coup d'après, et puis au coup d'après, etc. C'est de réfléchir à 3 ou 4 coups. Parce que là, il se passe quoi, là ? Voilà. Monsieur Retailleau, il décide que, voilà, on retire l'entrée à une 40aine de chefs, de dirigeants, de hauts fonctionnaires algériens. Et il va se passer quoi ? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, il n'y a aucun média, pratiquement, qui va vous en parler de ce que je vais vous dire là maintenant. C'est qu'aujourd'hui ou hier, vient de se tenir à Rome, en Italie, le 5e sommet italo-algérien. Avec Madame Meloni, qui a reçu le président Tebboune, ils se sont quasiment tombés dans les bras l'un de l'autre. Il y avait 400 chefs d'entreprise qui ont participé à ça. Il y a eu 10 accords intergouvernementaux entre Rome et Alger qui ont été signés, dont la lutte contre le terrorisme, dont justement la lutte contre l'immigration. Il y a eu 30 accords commerciaux. L'Algérie est en train de devenir désormais... l'Italie est le premier fournisseur de l'Algérie. Non, excusez-moi, le 2e fournisseur de l'Algérie, mais le premier client. 6,5% des exportations algériennes vont vers l'Italie. L'Italie, du fait qu'on a coupé les vivres avec la Russie, l'Italie a décidé de se réorienter vers le GNL algérien. Il y a plus d'un tiers, il y a bientôt 40% des productions énergétiques des sources d'énergie en Italie qui viennent d'Algérie en substitution
à l'affaire russe. Bonjour et bienvenue. Alors, le point de départ de notre analyse aujourd'hui est une affirmation assez forte. Il existerait en France un lobby anti-algérien, puissant, très actif, et qui se livrerait à ce que l'une de nos sources qualifie sans détour de Algerian bashing. Oui, c'est ça. On va donc se plonger dans cette relation franco-algérienne qu'on sait complexe, passionnelle même. Notre mission, essayer de décortiquer des arguments derrière cette thèse, comprendre la critique qui est assez virulente de la diplomatie française Oui, et surtout voir les conséquences très concrètes sur le plan géopolitique et bien sûr économique. absolument. Et le parcours que proposent ces documents, il est fascinant. On va commencer par examiner cette notion de lobby et les noms qui y sont associés. D'accord. Puis on verra comment cette vision, elle se heurte à la réalité des liens très profonds qu'unissent les deux pays. Hmm. Ensuite, on analysera la critique de la stratégie diplomatique française, avant de mettre en lumière un pivotement stratégique majeur d'un autre grand pays européen. Un mouvement d'une ampleur folle et qui, d'après nos sources, passe quasiment inaperçu. Alors allons-y. Cette idée de lobby anti-algérien, d'une campagne organisée, c'est une accusation qui est quand même assez grave. Qui sont les acteurs qui sont pointés du doigt par les textes? Alors, l'analyse dresse une liste de personnalités, et elles viennent d'horizons assez divers, en fait. Ah oui. On y trouve des figures très médiatiques, comme Éric Zemmour, sa conseillère Sarah Knafo, le philosophe Bernard-Henri Lévy, ou encore l'économiste Jacques Attali. Mais la liste inclut aussi des politiques, on va dire, plus traditionnelles, Comme qui par exemple? comme le sénateur Bruno Ritaglio et les dirigeants du Rassemblement national. Et il y a un nom, je crois, qui semble particulièrement étonner l'auteur de l'analyse. Oui, tout à fait, et c'est celui de Xavier Driancourt. Ce qui est souligné, c'est qu'il a été ambassadeur de France en Algérie, Pas qu'une fois en plus. à 2 reprises. Donc il connaît le pays intimement. Et l'analyse note qu'il consacre aujourd'hui une bonne partie de sa retraite à une critique systématique de l'Algérie, ce qui est qualifié de jamais vu de la part d'un diplomate de ce rang. C'est vrai que c'est assez inhabituel. Le terme utilisé dans les documents pour décrire l'action de toutes ces personnalités est très, très direct. Cracher sur l'Algérie. C'est une liste de noms assez hétéroclite quand même. Ça va de la droite radicale à des figures plus installées. Est-ce que les documents suggèrent une action concertée, un lobby au sens propre, ou c'est juste une convergence d'opinions qui finit par créer un climat? C'est une excellente question. En fait, l'analyse n'affirme pas qu'ils se réunissent pour coordonner leurs actions. D'accord. Elle décrit plutôt un écosystème médiatico-politique, C'est-à-dire? c'est-à-dire un environnement où toutes ces voix, même si elles partent de points de vue différents, finissent par amplifier un seul et même discours, de défiance ou de critique. Le résultat, c'est que ce front commun est perçu à Alger comme une campagne délibérée et organisée. L'effet est celui d'un lobby, même si la structure n'en est pas une. D'accord, donc on a ce discours public très dur, très critique qui domine un peu l'espace médiatique, mais ce que suggèrent fortement nos sources, c'est que cette vision est incroyablement partielle, qu'il y a une toute autre réalité sur le terrain, beaucoup plus profonde. Exactement. C'est ce que l'analyse appelle le principe de réalité, et qui vient contredire frontalement ce bashing. Ce principe, c'est d'abord et avant tout les liens humains. Les documents rappellent que de très nombreux Algériens aiment la France, que les liens familiaux sont d'une densité exceptionnelle, et au-delà de ça, il y a les échanges commerciaux, linguistiques, universitaires. C'est un tissu de relations extrêmement serré qui continue de vivre, de prospérer, loin du bruit médiatique. Et au-delà de ces liens humains, il y a aussi une dimension stratégique, une évidence géopolitique qui semble complètement absente de ce débat public. Totalement. L'analyse insiste là-dessus, sur l'importance stratégique capitale de l'Algérie. Depuis la scission du Soudan, c'est le plus grand pays d'Afrique par la superficie. C'est un géant. Oui, on l'oublie parfois. C'est une nation qui possède des ressources considérables en hydrocarbures, on va y revenir parce que c'est crucial, et c'est un débouché majeur pour l'industrie française, pour nos céréales aussi. Ignorer cette réalité économique et géopolitique, nous dit-on, c'est commettre une erreur d'analyse fondamentale. On se retrouve donc avec un paradoxe. Complet. D'un côté, un discours public centré sur la confrontation, le passé, les irritants, Oui. et de l'autre, des intérêts stratégiques, économiques, humains, qui sont profondément entremêlés. Et c'est précisément ce décalage qui amène à la critique de la diplomatie française. C'est le cœur du problème soulevé. La critique porte essentiellement sur la méthode. Les documents affirment que fustiger publiquement l'Algérie, ce que le gouvernement français ferait, selon l'expression utilisée,
toutes les 3 semaines, c'est la pire approche possible. Ah oui. L'analyse décrit les dirigeants algériens comme étant assez susceptibles. Qu'est-ce que ça veut dire, susceptible? On n'est pas dans la psychologie de comptoir, j'imagine. Il y a un fond politique, historique. Bien sûr, il faut comprendre que, pour des raisons évidentes liées à l'histoire, à la souveraineté nationale, toute approche qui est perçue à Alger comme une injonction, une leçon ou une pression publique venant de l'ancienne puissance coloniale est vouée à l'échec. C'est une question de principe. De fierté nationale, exactement. L'argument qui est développé, c'est que les désaccords, qui sont réels, comme sur la question des OQTF, L'obligation de quitter le territoire français, voilà, ces désaccords devraient se régler discrètement. en coulisses, loin des micros et des caméras, en somme. Précisément, l'expression utilisée est parlante, derrière les portes capitonnées des chancelleries. Mettre ces sujets très sensibles sur la place publique, selon cette analyse, c'est la garantie de provoquer une réaction de crispation du pouvoir à Alger, de le voir se cabrer, Ah oui? c'est s'assurer qu'il n'y aura aucune avancée, parce qu'aucun dirigeant algérien ne peut se permettre de donner l'impression de céder à une pression publique française. Mais on pourrait objecter que la diplomatie silencieuse a ses limites. Il n'y a pas un moment où la pression publique est le seul levier qui reste. Surtout sur des sujets comme les OQTF, qui sont aussi des enjeux de politique intérieure très forts en France. C'est un argument tout à fait valable. Cependant, la thèse développée dans nos sources est que cette méthode, dans ce cas précis, est totalement contre-productive. Et la preuve? La preuve, c'est le résultat. La question est posée crûment. Ça a changé quoi, en fait? Et la réponse qui est apportée est sans appel, strictement rien. Ah, Si ce n'est que cette stratégie de la confrontation publique a gelé les relations, provoqué une rupture des contacts et rendu le dialogue quasiment impossible. on a un exemple concret qui illustre cette impasse. Oui, un exemple très précis est donné, la décision de Paris de réduire drastiquement les facilités de visa accordées à une quarantaine de hauts responsables algériens. Un chiffre qui pourrait même monter à 80, je crois. Exactement. L'analyse ne conteste pas forcément la légitimité de la mesure, mais elle en questionne l'intelligence stratégique. Elle oppose cette tactique à la vision de dirigeants comme Poutine ou Xi Jinping qui, selon le texte, réfléchissent toujours à 3 ou 4 coups d'avance. C'est une critique assez sévère. Ça revient à dire que la diplomatie française navigue un peu à vue, qu'elle réagit au coup par coup de manière presque épidermique, C'est ça. sans vision à long terme. C'est vraiment ça l'idée. C'est exactement l'angle de la critique. La question qui est posée, c'est OK, on a pris cette mesure sur les visas. Et après, il se passe quoi? Quel est le coup d'après? Et la suggestion, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, que c'est une action réactive, peut-être destinée à l'opinion publique française, mais sans plan d'ensemble pour rétablir une relation de travail efficace avec Alger. Le résultat, c'est un dialogue de sourds. C'est un vide. Et c'est précisément ce vide qui est intéressant. Parce qu'un vide en géopolitique, ça ne dure jamais très longtemps. Et c'est là, je crois, que l'analyse devient la plus percutante, en révélant que ce vide a été très vite et très intelligemment rempli par un de nos voisins européens. Exactement, on arrive au cœur de l'information. Ce que les documents présentent comme un angle mort quasi total du débat médiatique en France, le pivot stratégique spectaculaire de l'Italie vers l'Algérie. Le pivot de l'Italie. Oui. Le texte rapporte la tenue très récente, à Rome, du 5e sommet italo-algérien. Et la description est frappante. On y voit la première ministre italienne, Giorgia Meloni, recevoir le président algérien, Abdelmajid Tebboune, avec une chaleur et un faste, qui contrastent radicalement avec le climat glacial entre Paris et Alger. Ah oui. L'expression utilisée, c'est qu'ils se sont quasiment tombés dans les bras l'un de l'autre. Bon, au-delà du symbole et des embrassades, il y a du concret. Des chiffres, des accords. Énormément de concret. Et les chiffres sont vertigineux. Il y avait 400 chefs d'entreprise italiens et algériens présents à ce sommet. 400. Ce n'est pas anodin. Non. Et surtout, il y a eu la signature de 10 accords intergouvernementaux entre Rome et Alger. Attendez, 10 accords intergouvernementaux en un seul sommet Sur quel sujet? sur des domaines absolument stratégiques. La justice, les micro-entreprises, la coopération industrielle. Mais aussi, et surtout, la lutte contre le terrorisme et la gestion de l'immigration. Donc des sujets régaliens très forts. Très fort. Et comme si ça ne suffisait pas, 30 accords commerciaux ont été conclus en parallèle. 30. 30. On n'est plus dans le simple rapprochement diplomatique, c'est la construction en accéléré d'un partenariat stratégique de tout premier plan.
30 accords commerciaux en une seule fois. Ce ne sont plus des relations diplomatiques, c'est une quasi-fusion économique qui est en train de se passer loin des radars. Quelles sont les implications, notamment sur le plan commercial? Elles sont massives et immédiates. Selon les données présentées, l'Italie est devenue le premier fournisseur de l'Algérie et aussi son premier client. Ah oui, quand même. Les échanges commerciaux sont en pleine explosion. 6,5% des exportations algériennes sont désormais destinées à l'Italie. C'est un basculement économique qui s'est opéré à une vitesse fulgurante. Et j'imagine que dans ces échanges, il y a un secteur qui pèse plus lourd que tous les autres. L'analyse insiste beaucoup sur l'énergie. C'est le changement le plus spectaculaire, le plus stratégique. Il faut se remettre dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la rupture des approvisionnements en gaz russe. Oui, bien sûr. Face à cette crise, l'Italie a mené une politique de diversification extrêmement agressive et efficace. Et sa principale carte, ça a été l'Algérie. Elle s'est réorientée massivement vers le gaz naturel liquéfié, le GNL, algérien. D'accord, l'affirmation dans les documents est stupéfiante. Bientôt, près de 40% de toutes les sources d'énergie en Italie proviendront d'Algérie. 40%. C'est colossal. C'est énorme. L'Italie a donc, en quelque sorte, remplacé sa dépendance à la Russie par un partenariat ultra solide avec l'Algérie. Elle a sécurisé son avenir énergétique. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas d'un ajustement à la marge, hein. C'est une refonte complète de la doctrine de sécurité énergétique italienne avec l'Algérie comme nouveau pilier central. L'Italie, de manière très pragmatique, a identifié un besoin stratégique vital, l'énergie, et une opportunité politique, mais des tensions franco-algériennes. Et elle a su sauter sur l'occasion. Qui, selon l'analyse, elle a su adopter l'approche diplomatique, chaleureuse, respectueuse, axée sur le business qui lui a permis de transformer cette opportunité en une alliance économique et énergétique qui s'annonce durable. Ok, arrêtons-nous une seconde sur cette image. C'est saisissant. Ce que les sources décrivent, c'est que pendant que la France se focalisait sur un débat public très conflictuel, autour de questions mémorielles ou de gestion des visas, Oui, l'Italie, elle, était en train de construire, dans une relative discrétion, une véritable autoroute économique et énergétique directe avec Alger. c'est la conclusion de l'analyse. Elle montre comment les gains de l'un sont, dans ce cas précis, presque mécaniquement liés à l'impasse de l'autre. Le pragmatisme italien a prospéré dans l'espace laissé vacant par le raidissement de la relation franco-algérienne. Alors, si on synthétise ce que nous apprennent ces documents, d'un côté, on a une relation franco-algérienne qui, selon cette analyse, est paralysée. Paralysée par un discours public conflictuel, une approche diplomatique jugée inefficace et qui mène à une rupture du dialogue. Voilà. Et de l'autre, un acteur comme l'Italie qui, de manière discrète mais redoutablement efficace, bâtit un partenariat stratégique et économique surpuissant avec Alger. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette situation met en lumière un décalage potentiellement dangereux entre le débat public national, qui est souvent centré sur des enjeux de politique intérieure. Ou des questions mémorielles très sensibles. Exactement. Un décalage entre ça et les grandes manœuvres géopolitiques et économiques qui se jouent en même temps. C'est une illustration de la vitesse à laquelle les équilibres peuvent basculer. Surtout dans le bassin méditerranéen. Oui, quand des opportunités stratégiques se présentent et que certains acteurs sont plus agiles ou plus pragmatiques pour les saisir. Et cela nous laisse avec une dernière pensée à méditer, une question qui découle directement de la dynamique décrite dans ces sources. À une époque où tout change si vite, quel est le risque pour une nation lorsque le bruit de son débat intérieur l'empêche d'entendre les opportunités et les menaces qui se dessinent juste au-delà de ses frontières ?